les matons, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'un jour, elle porte le souffle pour tout le monde. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, elle s'ouvrira un jour. Ex-Tolar, et alors? Insalubrité, vétusté, violence, surpeuplement sont devenus au fil des années des mots auxquels l'on n'échappe plus lorsque l'on s'intéresse aux établissements pénitentiaires en France. À tel point que l'État a déjà fait l'objet d'une trentaine de condamnations pour ses conditions de détention. Si l'on peut légitimement penser que le système carcéral est d'intérêt public, la situation ne cesse de se détériorer sans réelle prise de position de l'exécutif. Alors pourquoi les prisons ne bénéficient-elles pas d'une couverture médiatique plus importante? Avec nous pour en débattre, Bruno Ritt, journaliste à Marianne, et son confrère Louis Tellier de BFM TV et ancien du Figaro. Bruno Ritt, je crois savoir que vous avez récemment été auteur d'un article qui traitait de la condition des détenus pendant cette période de Covid. Alors, pendant la rédaction de cet article, pendant tout le travail qu'il y a autour, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou est-ce que vous avez senti que ce sujet pourrait être dérangé? Alors sur les difficultés, ouais, je vais faire dans l'ordre. Sur les difficultés, en fait, le sujet en soi est pas facile à appréhender parce que par nature, en fait, la prison, c'est un monde assez fermé et puis en plus, ça dépend de l'administration. Ce qui fait que d'un côté, il y a les surveillants pénitentiaires qui ont un droit de réserve, qui ne peuvent pas s'exprimer sous leur nom. Et d'autre côté, on a des détenus qui ne sont pas censés s'exprimer à l'extérieur. Donc ça crée une difficulté déjà particulière là-dessus. Alors voilà, pour les surveillants, il y a toujours moyen soit par des connexions personnelles, etc., de parler en garantissant l'anonymat, etc., ou l'autre élément qu'on trouve à peu près dans tous les corps d'État et dans toutes les administrations, c'est de passer par des syndicats qui, eux, peuvent s'exprimer à partir du moment où ils sont identifiés en tant que syndicalistes. Pour les détenus, là, pour le coup, c'est très, très compliqué parce qu'il n'y a pas de syndicat qui peut représenter les détenus. Et en plus, ce n'est pas des personnes qui vont facilement accorder leur confiance. Donc c'est plutôt compliqué. Après, on y arrive, mais c'est plus compliqué, d'autant que moi, quand je me suis lancé dans ces papiers, il y en a eu quelques-uns autour de cette thématique. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'échanger avec des détenus et pas simplement de me baser sur des informations que je pourrais avoir, soit de l'administration, donc le discours officiel, qui en soi un discours crédible, mais qui peut être simplement tourné pour éviter de faire apparaître certaines problématiques, ou le discours des syndicats, qui sont aussi des sources fiables, mais qui, pareil, ont leurs propres problématiques. Et à partir du moment où les sujets traitaient de la condition des détenus, j'avais envie d'avoir de la source directe. Donc, pour moi, je m'étais mis cette exigence de rentrer en contact directement avec des détenus. Mais pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette retenue? Est-ce que c'est un problème institutionnel? Est-ce que culturellement, dans les prisons françaises, on a du mal à communiquer, à parler de tous ces soucis-là? Alors, encore, il faut vraiment faire la part des choses. La partie des détenus, ils n'ont pas le droit de discuter. Alors, au final, quand on se met dans cette thématique, on se rend compte qu'ils arrivent à échanger, puisque les téléphones portables circulent beaucoup en prison, même si c'est interdit. Mais voilà, si on s'en tient à la règle, ils ne sont pas censés discuter avec des journalistes, pas censés pouvoir sortir d'informations, de vidéos, etc. Donc ça, il faut pouvoir passer l'obstacle. Et du côté de l'administration, en règle générale, ça, c'est les règles de l'État, c'est que tous les fonctionnaires sont tenus à un droit de réserve. Donc, émettre des critiques sur son institution, c'est sortir de son droit de réserve. Donc, c'est ça aussi qui crée des difficultés sur cette thématique particulière, mais qu'on va retrouver si on se base que sur la parole soit officielle, soit des fonctionnaires. Dans la police, avec la police, pareil, les policiers ne peuvent pas dire tout et n'importe quoi à visage découvert. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup les syndicalistes policiers qui, eux, peuvent, encore une fois,
s'exprimer au nom de la liberté syndicale. Et voilà, on ne peut pas aborder n'importe quel policier dans la rue en disant, voilà, donnez-moi votre nom, etc. Et puis allez-y, quoi. C'est pas aussi simple. Et on va retrouver ça dans tous les corps de la fonction publique, quoi. Donc ça crée forcément une difficulté, puisqu'il faut trouver, voilà, faut trouver la petite faille, le moyen d'eux. Il y en a certains, voilà, ces petites failles, je vous en ai parlé, c'est les syndicats pour la partie administration, et puis pour les détenus, c'est encore une autre paire de manches, quoi. Louis Tellier, vous êtes journaliste aussi. Est-ce que vous constatez aussi cette difficulté du monde médiatique à traiter ce grand sujet qui est celui de la prison? Est-ce que, selon vous, il y a même plus, de manière plus ancrée, une volonté d'écarter certains sujets? En fait, je pense que ça rejoint ce qu'a décrit Bruno. Je pense que ça rejoint tout ce qui traite en fait de la police, de la justice, du monde carcéral. En fait, si vous voulez bien travailler pour toutes les raisons que Bruno a détaillées, si vous voulez bien travailler, il faut avoir des sources, plusieurs sources même, qui sont fiables, que vous allez travailler avec le temps, où vous allez gagner la confiance. Certaines qui sont plus basses, qui peuvent être des simples détenus ou qui peuvent carrément travailler, je sais pas, au ministère de la Justice, par exemple. Donc, en fait, c'est un milieu qui est très fermé pour tout ce que tu as dit, Bruno, parce que, justement, il y a un certain nombre de contraintes, le droit de réserve. Et puis aussi, moi, ce que je voudrais aborder, c'est qu'en fait, la prison, je ne pense pas qu'on veuille cacher les choses, mais quand même, on regarde quand même les surveillants. Globalement, ce n'est pas des gens qui sont... Enfin, c'est mon avis, ça, je pense que ce n'est pas des gens qui sont très bien payés. C'est un travail difficile, c'est très difficile de faire surveillant. Et une autre raison qui fait que c'est difficile aussi de gagner la confiance, c'est que c'est des milieux qui sont très solidaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé à bosser dessus, donc c'était pendant le Covid, j'ai commencé à bosser dessus, et en fait, si quelqu'un parle, il y a un sentiment un peu, les autres, donc ceux qui travaillent avec lui ou elle, vont savoir ce qu'elle a dit. On ne sait pas trop comment, mais on va savoir ce qu'elle a dit. Et c'est des milieux qui sont très solidaires et où l'information circule beaucoup. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment, ça met du temps de tisser un bon réseau, hein, de manière générale, alors, dans tous les domaines du journalisme, hein, mais particulièrement le domaine police, justice, les prisons. Et puis, il y a quand même aussi un autre point, c'est que les prisons, quand même, c'est pas très vendeur. C'est-à-dire qu'un détenu, pour défendre les droits des détenus, il n'y a pas beaucoup de politiques qui vont s'afficher vraiment en faveur de la défense, on va dire, des droits des détenus. C'est-à-dire que quand un détenu, dans l'imaginaire collectif, je vais caricaturer, mais dans l'imaginaire collectif, il est en prison, et vous avez bien vu, dès que les détenus ont des nouveaux droits, tout de suite, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de tollés, il y a beaucoup de mots, par exemple, de caricatures qui sont faites. Oh, ils ont la télé en prison, compagnie, il y a les téléphones portables qui circulent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent alors qu'ils sont en prison. Donc, c'est pas très vendeur auprès de l'opinion publique. Donc, il y a cet ensemble de facteurs qui fait que je ne pense pas qu'on veuille cacher certaines choses. Alors après, c'est le jeu de l'État, hein. Ils vont pas montrer que les prisons sont surpeuplées, qu'il y a quand même beaucoup de prisons en France qui sont vétustes, qui mériteraient pas qu'un bon coup de peinture. Voilà, donc après, est-ce que l'État ne veut pas forcément... Il n'y a pas quand même quelque chose à cacher, mais par ce certain nombre de mécanismes, ça fait que c'est difficile d'aller chercher l'information, je pense, plus qu'ailleurs ou plus que dans d'autres domaines, en tout cas. Marie, tu souhaites intervenir? Oui, du coup, ça serait aux médias de montrer tous ces problèmes-là. Et on a l'impression que suivant les lignes éditoriales de chaque média, le sujet va soit être abordé de manière très stéréotypée, soit passer sous silence. Pourquoi? Oui, si vous voulez, entre passer moi, par exemple, je suis pas à BFM, je suis du côté business, mais par exemple, du côté BFM, on va plus facilement faire des sujets entre guillemets feel good, qu'on le juge ou pas, bon ou pas, peu importe, mais on va plus vouloir faire des sujets qui sont feel good, qui vont réunir plus de gens, que faire des sujets, par exemple, sur les prisons. Et puis, quand il y a eu la révolte des détenus,
il y a beaucoup de médias après ça enfin, il y a beaucoup de médias qui n'en parlaient pas forcément. Donc, ou alors on parlait des révoltes des prisons pour montrer des images. C'est-à-dire, je crois qu'on a en tête les images. Alors, je crois que c'était en Italie, c'était pas en France, de ces détenus qui étaient montés sur un toit d'une prison, ou ces images, même en France, hein, qu'il y avait eu, notamment beaucoup sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, où on voyait quand même, enfin, on voyait la révolte des prisons. Donc, ça sort comme ça. Mais c'est pas des sujets qui sont très fédérateurs, en fait. Donc, en fait, au niveau des médias, il y a des médias qui vont s'en charger. Par exemple, Marianne, Mediapart, c'est plutôt des sujets d'investigation. C'est-à-dire que des médias qui sont jugés, entre guillemets, mainstream et qu'on voit beaucoup, par exemple, les chaînes d'infos en continu, souvent, quand ils vont parler des prisons, ça, c'est mon opinion, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Hein. Je pense qu'il y a une certaine vérité derrière ça. En tout cas, moi, ce que je vois et de ce que j'entends, notamment enfin, quand je bossais au Figaro, c'était très comme ça. C'est-à-dire qu'on montrait beaucoup les révoltes et les prisons au bord de l'implosion. Et souvent, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on caricaturait beaucoup parce que enfin, on affichait, quand je dis caricaturer, c'est afficher qu'une partie de ce qui se passait, de la vérité, parce que voilà, dire que les droits des prisonniers en France ne sont pas respectés alors que c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la vétusté des prisons, bah, c'est pas ce qui va intéresser majoritairement entre guillemets, le grand public. Ou en tout cas, moi, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai entendu. Après, on peut le regretter ou pas, mais de mon expérience et après avoir travaillé dessus, moi, c'est ce que j'en ressors, le plus en tout cas. Et ouais, pour prolonger ce que tu dis et répondre aussi à l'interrogation de Marie, effectivement, du côté du grand public, on est quand même, ça fait quelques années qu'on est dans une période difficile au niveau social, etc. Donc, effectivement, sensibiliser les gens sur la condition des détenus, c'est malheureux, mais effectivement, les gens ne sont pas forcément extrêmement sensibles parce que c'est ce que tu disais, Louis, il y a comme ça dans cet imaginaire qu'ils méritent bien d'être en prison, quelles que soient leurs conditions quelles que soient leurs conditions d'incarcération. Et sur la question effectivement, les médias, je ne suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, mais en fait, les médias ont des sensibilités différentes, comme tu le disais, Marie, en fonction de la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'effectivement, Libération sera plus intéressée à aller enquêter, par exemple, sur effectivement la condition d'essayer de porter les révoltes les demandes des détenus qu'à l'heure actuelle. Ça, il n'y a pas photo. Et puis après, il y a des gens qui arrivent à se glisser au milieu. Moi, c'est vrai que c'est ce que je disais quand on parlait tout à l'heure, mais moi, l'entrée dans ce sujet sur la question des conditions d'incarcération, notamment pendant le Covid, ça a d'abord commencé par un sujet sur les émeutes qui s'étaient déclenchées dans certaines prisons avec les premières mesures pour éviter la propagation du Covid, qui était la fin des parloirs. Moi, c'est comme ça que je rentre dans le sujet. Et effectivement, de fil en aiguille, il y a des choses m'interpellent et en discutant avec des détenus, ils commencent à m'expliquer, voilà, il y a des problèmes de procédure, on se retrouve hors du cadre juridique, j'appelle les avocats, ils me disent, bah oui, effectivement, on se retrouve hors du cadre juridique et ça. Et c'est par là que je continue à faire ce chemin. Après, est-ce que les lecteurs de Marianne étaient intéressés par effectivement la condition d'incarcération des détenus ou parce qu'on pointait du doigt via ces enquêtes un dysfonctionnement étatique? Ça, je ne sais pas, je peux pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement dur d'intéresser là-dessus parce qu'effectivement, voilà, il y a cette idée qu'un détenu mérite sa peine, quelle qu'elle soit, en fait. Et effectivement, on oublie qu'un juge va prononcer une peine et généralement, les détenus méritent, ils ont fait quelque chose. Mais après, l'incarcération, il y a quand même une question de droit humain qui rentre en jeu. Et c'est vrai que cette thématique, ça fait longtemps qu'elle est agitée, et pourtant, ça avance pas énormément sur le voilà, il y avait un détenu qui me disait en s'amusant, voilà, il y a le ministère de la Justice, il y a quelques années, a dépensé des millions pour essayer de foutre des brouilleurs pour empêcher les détenus d'échanger à l'extérieur. On était au téléphone, il me disait, bon, bah, tu vois comment ça marche vachement bien. Ils auraient mieux fait d'utiliser cet argent pour mettre des douches individuelles dans les cellules. Mais effectivement, c'est pas forcément là-dessus que les gouvernements avancent. Donc voilà, il y a effectivement la question de la sensibilité du public
Et c'est pas évident d'aller chercher le public là-dessus. Et puis après, chaque média aussi va avoir sa ligne éditoriale. Donc, tous les médias pourront pas avoir la même sensibilité. C'est, voilà, Libération, Mediapart, Marianne, Valeurs Actuelles, c'est pas la même chose. On sera pas intéressé forcément par la même chose. Mais pour répondre à ce que vous disiez tous les deux, lorsqu'on parle des prisons, généralement, il y a un exemple qui revient souvent, c'est celui des pays nordiques, dans lequel les sociétés de ces pays-là ont une vision différente du système carcéral. Et voilà, les choses se passent différemment. On est dans des prisons qui sont moins fermées qu'en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire sur la société française avec, si je puis dire, un manque de compréhension ou d'appréciation du rôle des prisons en France? Tu veux peut-être commencer Ouais. Après, alors, en fait, de manière locale, il y a quand même des avancées. Par exemple, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps à Borgo, donc c'est une prison en Corse. Bon, déjà, Borgo, c'est une prison particulière parce qu'elle est c'est pratiquement un centre ouvert. Hein, les portes sont jamais fermées. Alors, c'est particulier à la Corse. Et puis là, en plus, depuis quelques temps, il y a un système de réinsertion des prisonniers où en gros, ils sont payés véritablement, et notamment pour faire des travaux de menuiserie, etc. Et ça a l'air de marcher, puisqu'il y a à la sortie, il y a des promesses d'embauche. Mais effectivement, la question de la politique carcérale en France, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas grand monde, parce que ça nécessite déjà d'avoir un peu de culture juridique. Il y a beaucoup de théories autour de la justice. Quel rôle a la justice? Est-ce qu'elle est répressive? Est-ce qu'elle est réparatrice? Son but, c'est de réinsérer le détenu? Voilà, c'est très compliqué. Effectivement, ça marche pas forcément. Après, les pays nordiques, c'est des petits pays par rapport à la France. Enfin, ils n'ont pas les mêmes problématiques, donc faut pas forcément toujours comparer. Mais en tout cas, ouais, en France, on n'a pas ce niveau de réflexion de la politique carcérale, quoi. Ça va souvent se limiter au nombre le fait que les prisons soient surchargées, quoi, en fait. Mais tout de suite, après, c'est souvent le débat s'hystérise dès qu'on aborde la question de la réinsertion des prisonniers, ou même de l'aménagement de peine, parce que tout de suite, voilà, on laisse sortir un détenu avant qu'il ait fini sa peine, même si c'est pour des bonnes raisons, parce que du coup, il est en train de se réinsérer dans la société, via le travail, etc. Regardez, la justice est laxiste. Voilà, on a un problème aussi alors c'est pas depuis toujours, mais depuis quelques années, d'hystérisation du débat public, qui fait que sur des sujets qui demandent un tout petit peu de théorie, de technique et de réflexion, c'est pas évident de les aborder, quoi. Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt, condamné la France pour ses conditions inhumaines de détention dans ses prisons surpeuplées. Depuis, la situation n'a pas forcément évolué, et on a même l'impression que le sujet n'est pas traité avec assez d'ampleur par les médias par rapport à la gravité des faits qui sont quand même graves. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des médias de mettre en exergue ce problème-là pour qu'on puisse constater une évolution? Je vous laisse la parole, Louis. Alors, en fait, pour essayer de répondre à ta question, et puis pour rebondir à ce que tu disais aussi, Bruno, en fait, je pense que quand on veut aborder les prisons, il faut essayer de voir ce qui va capter les gens. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, comme tu disais, Bruno, on a un gros problème de réinsertion des détenus. En fait, c'est ça aujourd'hui en France, quand quelqu'un va en prison, on est plus inquiet de savoir comment il va ressortir en pire enfin, on ne se pose même pas la question limite de la réinsertion. Parce qu'on a tellement peur pour un certain nombre de raisons, parce que comme on a des prisons surchargées, parfois, je caricature, mais il y a des gens qui ont commis certains délits qui pourraient être qualifiés de mineurs et qui se retrouvent à côté de grands bandits je caricature, mais parfois c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des, comment dire, il y a des lourdeurs administratives, il y a des gens qui sont surchargés de travail et parfois il y a des procédures. Enfin, il y a des gens qui se retrouvent pas forcément là où ils devraient être. Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose, si on l'aborde comme ça, c'est-à-dire que si on dit aux gens qu'on ne prend pas le problème des prisons au sérieux, que ce soit au niveau des médias ou que ce soit au niveau de la justice, et encore, les médias, en fait, ça dépend ce que vous lisez. Par exemple, récemment, il y a Street Press qui a fait quand même des trucs assez intéressants sur les prisons.
il y a Mediapart, j'allais dire Valeurs Actuelles, non pas Valeurs Actuelles, mais il y a Marianne qui quand même bosse pas mal dessus. Donc en fait, ça dépend ce que vous lisez. C'est-à-dire que c'est sûr, vous n'allez pas voir ça en continu sur CNews ou BFM, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que voilà, on peut quand même, parce qu'on peut lire, il y a quand même des bons trucs qui sont faits. Mais en fait, l'idée, c'est de réussir à capter l'opinion publique. Et si les médias arrivent à capter l'opinion publique, ça va arriver aux politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un gros. Les prisons étaient revenues sur le devant de la scène avec les attentats en France. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est aperçu qu'il y avait certaines connexions, notamment avec l'attentat du Bataclan. Il y avait certaines connexions qui s'étaient faites, enfin certains relais qui s'étaient faits depuis les prisons en France. Et en fait, là, quand vous dites aux gens, bah, si on ne rénove pas les prisons, si on n'offre pas des perspectives aux détenus à la sortie, parce que c'est quand même ça, enfin, il y a beaucoup de sociologues qui disent que c'est ça la clé. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui travaillent, d'associations, d'anciens détenus, disent bah, il y a beaucoup de détenus qui sortent et en fait, ils sont discriminés parce qu'ils ont fait de la prison, que personne, enfin, il y a très peu de gens qui ont envie de les embaucher, qu'en prison, ils ont pas appris un autre métier. Parce que par exemple, imaginons, vous êtes, je sais pas, votre boulot, une nouvelle fois, je caricature, mais votre boulot, c'était de voler des bagnoles. Bah, si vous apprenez pas autre chose en prison, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez naturellement revenir vers les personnes que vous fréquentiez avant qui volaient des voitures. Donc en fait, si on arrive un peu à capter l'opinion publique, parce que c'est quand même, faut mettre beaucoup d'argent pour rénover les prisons et puis pour offrir des perspectives, parce que ça, c'est de la formation. C'est le travail avec des associations, c'est un maillage aussi de région, c'est-à-dire local, pour offrir à ces anciens détenus. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu, qu'on n'ait pas eu un des principaux concernés. Mais bon, ça, c'est les aléas, c'est comme ça. Il pourra peut-être vous confirmer qu'en sortant de prison, il y a beaucoup de gens en sortant de prison, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de famille, ils n'ont pas de perspective de boulot. Et quand vous n'avez pas tout ça, bah, vous n'allez pas vous laisser mourir, vous n'allez pas rien faire. Vous allez revenir à des petits larcins, du petit banditisme. Et ce qui fait que souvent, bah, vous allez retourner en prison, tout simplement. D'accord. Juste pour poursuivre et pour rebondir à ce que tu disais, Edouard, en fait, pourquoi il n'y a pas eu de réaction par rapport à ces condamnations, c'est que en fait, c'est pas la première fois. Et que, si ça avait été une grande première pour la France, et effectivement, le problème de la réinsertion, c'est un problème primordial parce que quand on discute avec des détenus, tous vous disent bah ouais, la prison, c'est l'école du crime. Quand tu arrives parce que tu as vendu un petit, tu t'es bagarré, tu as tenté un braquage à la con et que tu te retrouves avec un gars qui est tombé pour 10 ans pour un gros trafic de drogue et dit bah tiens, quand tu ressortiras, tu m'appelles ou t'appelles tel pas. Effectivement, si derrière, il n'y a pas un projet un peu solide, une famille solide, un cadre social qui vous remet sur une bonne voie, c'est tentant quoi, de poursuivre. Et puis en plus, il y a un élément, c'est que la prison, ça reste un élément ultra violent. Moi, quand j'ai fait les enquêtes, du coup, avec la suppression des parloirs, ça s'est échaudé dans les prisons, notamment parce que il y avait l'acheminement du cannabis qui était coupé en grande partie et ça pétait dans tous les sens et les gars avec qui je discutais, ils m'envoyaient des photos de bagarres et notamment des gars qui sortaient des lames parce que il y avait des gars toxicos qui étaient en manque, d'autres gars qui devaient de l'argent. Bref, ça a créé, c'est un monde violent la prison, donc en plus on a tout intérêt à se mettre du côté des gros durs que du côté des sympas et inoffensifs. Donc en plus, voilà, c'est une mécanique qui a tendance à finalement à compliquer les choses et voire à les aggraver. Effectivement, la réinsertion des prisonniers, c'est une thématique fondamentale. Est-ce qu'elle est audible aujourd'hui? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle est audible? Généralement, quand il y a un procès, etc., les gens sont d'abord dans cette fonction de sanction et on ne pense pas à la suite, quoi. Et c'est dur en tout cas, j'ai l'impression, mais en termes d'opinion publique, c'est dur de dire OK, et voilà, il s'est passé. En plus, ça dépend du délit et du crime. Hein, voilà. Mais c'est dur de dire voilà, il y a la sanction et puis après il y aura la réinsertion. Les gens pensent d'abord à la sanction et très peu à cette réinsertion. Mais oui, c'est fondamental, mais c'est un peu un impensé encore en France. Même s'il y a des expériences, encore une fois, locales, comme à Borgo, qui est une prison vraiment atypique, qui n'empêche pas la récidive à Borgo. Hein. Mais en tout cas, pour les gens qui ne sont pas issus du grand banditisme, effectivement, ça peut empêcher la récidive.
Moi, j'avais une petite question sur l'évolution des formats. Parce que finalement, du coup, les prisonniers sont témoins, mais aussi acteurs de cette information qui diffusent sur les réseaux sociaux par les images qu'ils récoltent eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un phénomène un peu comme en manifestation, avec la naissance d'une nouvelle sorte de journalisme? Vous savez, je pense un peu aux manifestations policières, aux manifestations des Gilets jaunes, où on a eu beaucoup de citoyens lambda qui sont mis à filmer avec leur téléphone ou leurs appareils photo et qui ont diffusé les images, qui se sont autoproclamés journalisme. Est-ce que l'univers des prisons euh, tend à ça et est-ce que c'est pas finalement un peu dangereux ou je sais pas. Bah alors, en fait, on s'est aperçu quand même d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, de plus en plus, comme tu le disais Bruno, le débat public souvent s'hystérise, que ce soit sur n'importe quel débat. C'est-à-dire qu'en gros, pour un certain nombre de mécanismes, vous allez en gros pas souvent entendre les gens qui ont une opinion modérée, quoi. C'est-à-dire que, enfin, une opinion ou qui ont des faits à présenter qui sont gris, quoi, qui sont pas blancs ou noirs. Donc ça déjà, c'est une première chose. Ce qu'on a vu et ce qui est rattaché, enfin, pour le rattacher aux prisons, oui, n'importe qui peut filmer, mais en fait, contextualiser des images, ça s'apprend et c'est un métier en fait. C'est comme être boulanger, c'est comme être technicien, c'est que tout le monde est capable de réparer une voiture, mais après, il faut l'apprendre en fait. Donc, si vous voulez, filmer quelque chose, c'est bien. On l'a beaucoup vu avec les Gilets jaunes. Oui, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que tu filmes? Est-ce que tu es en train de filmer un commissaire? Est-ce que tu es en train de filmer un gendarme? Est-ce que tu es en train de filmer un CRS? Est-ce que tu es en train de... Enfin, qui tu filmes? Donc tout ça, ça se contextualise avec un background, et c'est ce que notamment aussi tu disais Bruno, c'est une des portes difficiles à pousser, c'est s'y connaître, enfin avoir des connaissances solides en droit. Parce que c'est pareil, qu'est-ce que c'est un délit, qu'est-ce que c'est un crime, tout ça, enfin, il faut l'apprendre. C'est-à-dire il faut bacheter, voilà, c'est du droit et ça s'apprend. Pour revenir aux médias qui, on va dire, des prisonniers qui sont, enfin, qui se revendiquent un peu journalistes, il y a des détenus qui font, enfin, qui essaient de faire un travail journalistique. Et il y a des médias aujourd'hui, comme Street Press par exemple, qui se cachent pas eh ben de faire du journalisme, mais leur, comment dire, leur pendant, c'est de choisir des angles. Et volontairement, eux, ils vont choisir des angles qui sont du point de vue des détenus. C'est-à-dire qu'en gros, on va raconter l'expérience d'un détenu, tout bêtement. C'est-à-dire que volontairement, on va ultra angler pour, entre guillemets, faire pas du journalisme, pas du journalisme militant, mais presque, qui sera enfin, de mon point de vue, qui sera du bon travail de journaliste, parce que derrière, il y a des pages de sources, il y a un certain, c'est fouillé et c'est factuel, c'est-à-dire que c'est vrai. Ce qu'il raconte, c'est recoupé. Et donc, c'était toujours le même problème. Moi, je ne pense pas que ce soit dangereux, mais je pense que c'est le travail. Enfin, faut pas hésiter. Les gens se sont rendus compte quand même aussi pendant la crise des Gilets jaunes et puis enfin, le fait de filmer, c'est-à-dire qu'ils sont contents parfois d'avoir l'aide de journalistes qui leur expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je bossais sur les conditions de travail des surveillants pénitentiaires, donc, au début, ils n'avaient pas de masque, pas de gants, enfin, c'était un peu le Far West. Et en fait, il y avait une histoire comme quoi une des révoltes dans une prison, alors c'était à Marseille, en gros, c'était un détenu qui avait volontairement craché sur un surveillant. Et en fait, au départ, ils étaient révoltés, ils disaient, oh, vous vous rendez compte? Alors, ils m'appelaient, j'avais quoi? J'avais 5, 6, 7, 8 appels. Ils disaient tous, vous vous rendez compte, c'est dégueulasse cette histoire, parce que ça avait été relayé au groupe interne Facebook. Et en fait, cette histoire était complètement fausse. Ouais. Et à la fin, moi, je leur disais, mais enfin, vous savez, moi, il faut me donner des éléments pour que je vérifie, parce qu'en fait, là, pour l'instant, vous me dites des trucs, mais c'est invérifiable. Et en fait, c'était avéré que c'était... Il y a un surveillant qui m'a appelé, qui m'a dit, ah ben non, vous avez raison, cette histoire, elle est fausse. Et là, ils se sont rendus compte ce que c'est de contextualiser une information, enfin, de faire un travail derrière, parce qu'eux, ils sont directement concernés, donc forcément, ils ont une émotion. Ils ont quelque chose qui les touche, c'est normal. Enfin, c'est comme si un membre de votre famille ou quelqu'un avec qui vous travaillez, vous entendez qu'il s'est fait frapper, bah, tout de suite, le premier sentiment, c'est la révolte. Alors que nous, comme on est journaliste, on est un petit peu extérieur, enfin, on est plus extérieur qu'eux, et on va se poser les bonnes questions avec un petit peu moins d'émotion.
et on sait où chercher par habitude, par contact. Donc, moi, je pense que souvent, en fait, ceux qui s'enferment là-dedans et qui se croient journalistes et qui revendiquent faire un travail de journalisme, ce qui est quand même une grosse star de notre époque, je pense. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'entendre ce qu'il veut, tout le monde, ça a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux notamment, c'est amplifié. Et avec les médias d'opinion qui émergent, hein, je vais pas viser, notamment CNews par exemple, qui se cache pas de dire venez avec vos opinions. Bon, on vient pas avec ses opinions, on essaie de venir avec ses faits, quoi. On vient avec des faits, on vient pas que avec des opinions. Donc je pense qu'en fait, c'est rapidement identifié comme du militantisme et pas comme du journalisme. Donc je pense qu'à terme, c'est un danger si on laisse ce type de journalisme gagner. Mais globalement, les gens, et notamment dans le cas des détenus, les surveillants, les fonctionnaires, sont quand même assez réceptifs quand on leur parle et ils sont assez contents d'avoir des journalistes pour essayer de contextualiser le sujet. Enfin, ça, c'est mon expérience en tout cas. Ouais, bah, effectivement, comme dit Marie, on voit de plus en plus de prisonniers effectivement filmés, alors via Snapchat. Hein. D'ailleurs, nous, dans l'enquête qu'on avait réalisée avec Paul Conche sur les émeutes en prison au moment où, au début du premier confinement, en fait, on s'était rendu compte que c'était via Snapchat que le mot d'ordre était passé, les mecs se filmaient, etc. Donc, effectivement, les détenus arrivent à sortir des images. Après, effectivement, c'est toujours la question de cette position, et là, ça dépasse en fait le cadre des détenus, mais est-ce qu'on peut être à la fois témoin et analyser justement une scène? Quand on est témoin de quelque chose, généralement, on est témoin de ce qu'on a vu. Et il suffit qu'il y ait plusieurs témoins qui regardent la même scène, ils ne vont pas forcément voir la même chose. Et c'est là où un journaliste va en fait prendre de la distance, va essayer d'interroger plusieurs témoins, plusieurs sources différentes, et va essayer de donner, de rapporter la situation la plus juste. Je ne suis pas sûr qu'un seul témoin, quelle que soit sa sincérité, y arrive parce qu'il a sa subjectivité, etc. Donc je pense que si des détenus, moi jusqu'à ce stade, j'ai pas vraiment vu de trucs de détenus qui vraiment se mettaient vraiment, utilisaient vraiment les méthodes journalistiques, et c'est-à-dire peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais essayer d'avoir des sources contradictoires, c'est-à-dire parler à un surveillant, lui demander, voilà, parler à un flic. Je pense que c'est très utile, si surtout ils s'en servent pour alerter l'opinion publique. Après, est-ce qu'ils peuvent faire vraiment tout le travail? Je ne suis pas certain, quoi. Je pense que les journalistes ont encore un peu d'utilité là-dessus. Mais effectivement, par contre, c'est un phénomène assez nouveau et de plus en plus important. Effectivement, ces vidéos qui circulent, des mecs qui se mettent en périscope pendant des heures et qui racontent leur vie, etc. Ça, on voit de plus en plus. Moi, je pense que c'est aux journalistes derrière d'utiliser au mieux ça, et même en rentrant en contact avec ces détenus qui filment, et puis d'essayer de monter les choses. Mais la seule qualité de témoin, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure position pour avoir une vision la plus juste d'un ensemble, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, d'autres raisons qui fait que justement, ces vidéos ne sont pas forcément tout le temps vues par les journalistes, c'est qu'il y a très peu de journalistes qui savent se servir de Snapchat. Et alors ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Snapchat, il y a énormément de choses. Si vous voulez acheter par exemple, si vous voulez vous faire livrer, entre guillemets, de la bœuf, du cannabis, mais Snapchat, c'est le meilleur endroit. C'est-à-dire pour faire de la pub, pour contacter le dealer, et en fait, Snapchat, dans les rédactions, les journalistes, entre guillemets, d'expérience, donc on va dire qu'on ont plus de 35 ans, 40 ans, mais franchement, il y en a 1 sur 1000 qui sait servir. Snapchat, tout le monde connaît Snapchat, mais personne ne sait s'en servir, quoi. Et moi, je suis souvent assez interloqué parce qu'il y a un nombre d'informations que vous pouvez choper sur Snapchat, et notamment dans le cadre des prisons, comme tu disais, Bruno, assez hallucinant, en fait. C'est hallucinant. Toutes les images, tout c'est hallucinant, quoi.